Bonjour à tous, je me présente, Étienne Pessard, je suis enseignant-chercheur aux arts et métiers à l'ENSAM d'Angers, au LAMPA, et aujourd'hui je vais vous parler de la tenue en fatigue des pièces obtenues par fabrication additive, et je vais exclusivement m'intéresser aux matériaux métalliques. Alors le plan du cours, ça va être le suivant. Je vais commencer par faire quelques rappels en fatigue. Ensuite, nous verrons les différents types de défauts qui peuvent être présents sur les pièces obtenues par fabrication additive métallique. Et ensuite, on verra comment on peut vivre avec ces défauts euh, en fatigue. Donc, introduction en fatigue, un petit rappel. Donc, vous le savez probablement, mais la fatigue, c'est quand même un problème important pour les matériaux métalliques. Le dernier incident date, il n'est pas très vieux, il date de février 2021. Et si on regarde l'article de presse sur le domaine, c'est sur un Boeing 777, on a eu un problème sur un turboréacteur, sur une pale de turbine, et les premières investigations montrent qu'on a une fissure qui s'est propagée graduellement au cours du temps et qui a généré la fissuration. Donc, ce qu'on peut noter ici, alors vous pouvez prendre un papier crayon pour prendre des notes, c'est toujours bien pour que ce soit dynamique. Donc, amorçage plus propagation. Donc là, propagation de fission. Donc ça va être le scénario qui va se dérouler, qui va générer la ruine du composant. C'est un chargement qui est dans le temps, donc c'est sigma de t, c'est un chargement qui est variable dans le temps et qui est bien souvent à des niveaux de contrainte inférieurs à la limite d'élasticité ou la limite d'écoulement. Et donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la fatigue, ça génère bien la ruine du composant, plus ou moins brutale, mais ruine du composant. Et le problème, c'est que c'est un mécanisme qui va être progressif et très sensible à la santé matière du matériau, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, vu que, bien comme on le sait, la fabrication additive génère un certain nombre de défauts. Donc alors, comment est-ce que l'on caractérise la tenue en fatigue? Eh bien, on prend un échantillon de matière qu'on va appeler éprouvette, et on va le solliciter avec une contrainte ici, périodique dans le temps. Alors, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser que à des chargements continus et répétés. Donc sigma t égale sigma, une contrainte moyenne, plus une contrainte alternée. Ici, sinus oméga t. Et puis, ici, on a le choix du chargement. Soit on met la contrainte max sur cette courbe-là, soit la contrainte, l'amplitude de contrainte. Et puis, on va dessiner une courbe que vous connaissez probablement déjà. C'est la courbe SN. SN curve, ou aussi appelée courbe de Wöhler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger notre composant à des niveaux de chargement progressivement, à différents niveaux de chargement, et puis on va regarder le nombre de cycles à rupture. Puis généralement, les matériaux métalliques suivent ce genre de courbe. Hop, hop, hop. Donc ça, on imagine qu'on ait réalisé des essais, et on a une courbe qui est comme ça, de caractérisation du matériau. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à l'endurance limitée, à la fatigue en grand nombre de cycles. Donc on va s'intéresser à ce domaine-là, qu'on appelle la fatigue à grand nombre de cycles, plus endurance limitée. Là, ce domaine-là, c'est plus l'endurance limitée ici. Et la fatigue en grand nombre de cycles, c'est plutôt ce domaine-là. Et endurance limitée. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors on ne parlera pas de la fatigue à très grand nombre de cycles, le very cycle fatigue, qui est plutôt ici, parce que la notion d'asymptote à très grand nombre de cycles fait également l'objet de débats. Le problème, c'est que c'est assez dur à caractériser, parce que ça nécessite des essais assez longs ou des moyens expérimentaux particuliers. Donc aujourd'hui, on va travailler entre 100 000 et 20 millions de cycles, qui est le domaine classique de dimensionnement des composants mécaniques. Alors, si on regarde l'allure de courbe de Wöhler, donc ça, c'est des données expérimentales issues de l'article de Kallmeyer là, de 2002 sur un TA6V corroyé, et on observe bien qu'il y a une certaine dispersion ici pour différents rapports de charge, mais qui est toutefois assez raisonnable. Et on observe que pour ce matériau-là, dans ce domaine-là, il y a quand même une asymptote qui apparaît.
Et ici, ce qu'on observe, c'est l'effet du rapport de charge. Donc ici, on va représenter l'amplitude. Et ce qu'on observe, bien, ça paraît logique, c'est plus j'augmente ma contrainte moyenne, plus j'augmente mon rapport de charge, R rapport de charge. Je vais le définir parce que c'est une donnée importante, ça. Charge, R, qui est égal à sigma min sur sigma max. Ici, donc le min sur le min, excusez-moi, sur min, sigma min, hop, par exemple, ça va être ça va être sigma max. Eh bien, j'observe que plus j'augmente ma contrainte moyenne qui va être ici, hop, plus mon amplitude acceptable par mon matériau va diminuer. Donc ça, c'est une donnée. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser qu'aux chargements les plus étudiés dans la littérature, R-1 et R01. Donc répétés ou plutôt purement alternés. Voilà pour l'introduction. Alors vous voyez, cette courbe pour le TA6V, là, laminée, elle permet un dimensionnement, c'est-à-dire que si on a une structure, on va regarder comment charger notre structure, et puis on va dimensionner notre structure pour atteindre des contraintes inférieures à la courbe verte, par exemple, si on est en purement alterné ici, en chargement alterné ici. Donc, si on continue, maintenant on va parler des matériaux issus de fabrication additive. Alors, quelles sont leurs spécificités? Vous l'avez vu durant les différents cours, qu'en fait, on peut se dire que bien la fabrication additive, c'est une superposition de couches, ici. Et puis, la spécificité, c'est que cette superposition de couches va générer des défauts en surface et à cœur du matériau. Et également, je vais avoir un mauvais état de surface ici, qui va apparaître. Alors aujourd'hui aussi, il y a aussi d'autres choses qui vont être générées. On va avoir un gradient de microstructure et de contraintes résiduelles. Bon, ça, on va pas les étudier aujourd'hui. Ça peut être assez important, mais c'est quand même du second ordre face à l'état de surface et défauts de surface et à cœur. Mais ça peut également quand même jouer, mais avoir un effet, mais en 40 minutes, on ne va pas pouvoir aborder cet aspect-là. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'état de surface et les défauts en surface et à cœur. Et également, il peut y avoir une anisotropie parce qu'on a une direction de fabrication qui génère une microstructure et une morphologie de défaut anisotrope. Donc avant d'aller plus loin, on va quand même faire un petit rappel, c'est-à-dire que nous, ce qu'on étudie, c'est quand même, nous, on est en bout de chaîne, hein, on étudie des propriétés en fatigue, et les propriétés en fatigue, eh bien, dépendent de ce qu'on vient de voir, de la microstructure, des défauts, des contraintes résiduelles. Donc j'ai dit qu'on n'allait pas étudier, les contraintes résiduelles et les gradients de microstructure. Et puis ces paramètres-là, eh bien, en fait, ils dépendent des paramètres du procédé et de parachèvement, et de la géométrie de la pièce. Si vous avez une pièce fine ou une pièce épaisse, vous allez potentiellement pas avoir la même microstructure. Et ça dépend surtout également bien du procédé utilisé et du matériau que l'on en étudie. Donc en fait, nous, il faut bien garder en tête que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est limité aux connaissances, à nos connaissances dans le domaine. Donc moi aujourd'hui, je vais surtout parler de LPBF ou de SLM, plus communément appelé SLM, ou de projection laser, DLD. Et je vais plutôt m'intéresser aux matériaux les plus étudiés, par exemple 316L, K6V, alliage d'aluminium. Et aussi, on a également des bonnes connaissances sur un certain nombre d'alliages d'Inconel. Donc, si vous me demandez de vous parler de la tenue en fatigue d'alliage de cuve, par exemple, eh bien, j'en sais pas grand-chose parce que c'est très peu d'études sur ce sujet. Donc, gardez bien en tête, ça dépend ce qu'on obtient aujourd'hui, ce qu'on va étudier aujourd'hui, eh bien, c'est pour certains triptyques particuliers. Et puis, sur le produit, on va essentiellement étudier des éprouvettes. On va pas peu parler de composants. Voilà. Donc maintenant, si on regarde la courbe de voleur, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend du coup des échantillons de matériaux, puis on les passe sur des machines servo-hydrauliques, et puis on regarde pour une contrainte donnée le nombre de cycles acceptables. Et là, je vous ai donné un certain nombre de résultats issus de la littérature, et on voit que contrairement à la courbe pour le matériau laminé présentée en introduction, là, bien là, c'est un sacré bazar. Les données sont très très dispersées, même pour certains lots. Si on regarde les triangles réalisés dans les mêmes conditions ici, eh bien c'est quand même très dispersé. Alors pourquoi est-ce que c'est dispersé? Parce que chaque personne qui a fait cette étude a utilisé ses propres paramètres procédés. Et puis également, il y a les paramètres procédés, puis il y a également les paramètres de parachèvement. Là, c'est HIP.
Donc c'est usiné et puis on a refermé les ports par HIP. Et puis là c'est du as-built, donc c'est avec un état de surface brut de fabrication. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que tous les as-built ici qui sont ici, eh bien ils ont des tenues proches des matériaux moulés classiques. Donc là je vous ai mis la norme des matériaux moulés. Et puis ici les meilleurs matériaux qui sont HIP ou à l'état brut avec sans doute pas beaucoup de pores, eh bien on a des tenues qui s'approchent des matériaux laminés. Donc cette conclusion, c'est qu'on a des variétés de résultats qui viennent de la variété de paramètres procédés utilisés dans ces études. Ce qu'on tient, c'est que les moins bons lots s'approchent des matériaux de fonderie, et puis les meilleurs lots des alliages laminés. Alors là, c'est un peu les mêmes tendances pour les autres couples procédés matériaux connus dont je vous ai parlé juste avant. Alors maintenant, si je vais un peu plus loin et que je compare sur un TA6V, donc à chaque fois j'ai précisé le matériau en haut là, parce que je vais balayer du TA6V et des aciers inox, donc je précise en haut le matériau. Donc ça c'est un matériau TA6V, alors là il a différentes microstructures, donc on n'a pas forcément du alpha plus bêta. Donc ce qu'on observe ici d'intéressant, c'est qu'à l'état as-built, eh bien j'ai une microstructure qui n'est pas très favorable à la déformation, mais qui confère une très bonne tenue, une très bonne résistance mécanique. Par contre, lorsque je vais par exemple faire un traitement thermique à 800 degrés, eh bien à 920 degrés, j'améliore la ductilité. Et lorsque je passe à 1050 degrés, ici, ben, j'améliore considérablement la ductilité du matériau. Donc ça, on va retrouver les mêmes effets des traitements thermiques que sur les matériaux classiques. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est quand même qu'il compare avec et sans HIP par la même microstructure, et on voit que le HIP ici n'a pas d'impact sur les propriétés monotones du HIP. Donc le HIP n'a pas d'impact parce que si je compare les courbes à 1050 degrés et 1050 degrés avec HIP, elles se superposent en monotone. En revanche, si je regarde en fatigue, que je continue à suivre cette courbe rouge et cette courbe verte, et bien ici, pour les mêmes microstructures, j'observe que je n'ai pas du tout les mêmes propriétés. J'observe ici une amélioration, la meilleure tenue en fait, elle est pour les matériaux HIP à 920 degrés, où là je vais refermer les pores, et je vais du coup avoir une tenue bien meilleure. Alors si je compare les HIP à 920 degrés et 1050 degrés, c'est ce qu'on a là. Ça c'est l'effet de la microstructure. Effet microstructure, parce que je compare deux HIP. J'ai quand même un effet de microstructure également en fatigue. Donc si on veut conclure sur cette étude, c'est que les pores critiques, les pores sont critiques en fatigue, mais pas en monotone, parce que là on avait des courbes qui se superposaient. Même si les densités sont faibles, alors là je ne l'ai pas précisé, mais sur ce type de matériau dans cette étude, on a des densités inférieures à 0,01% de porosité. Et ce qu'on voit également, c'est qu'on a un effet de la microstructure sur la courbe de Wöhler également. Et puis on peut voir qu'à l'état brut, là, pour l'état bleu, ici, avec la présence de défauts et sans HIP ici, du coup, mais on a des tenues qui sont eh bien, très faibles en présence de défauts. Voilà. Alors maintenant, on va voir la zoologie de défauts, les différents types de défauts que l'on peut observer sur les matériaux issus de fabrication additive. Alors, on enchaîne. Donc, les matériaux, les défauts les plus souvent rencontrés, ils vont être de deux types. Soit ce sont des pores gazeux, donc là on image Tomo sur un TA6V ici, puis là une coupe métallographique, donc c'est des pores sphériques, soit c'est des manques de fusion. Lactofusion. Pardon, ici, donc c'est lactofusion. Ces manques de fusion, ils peuvent être soit dus à des particules un peu de taille assez grande qui vont générer des infondus en dessous, ou à des problèmes de remplissage. Excusez-moi, des problèmes de remplissage entre différents trajectoires de lasage. En tout cas, ça génère deux types de défauts. C'est ce qu'on peut observer nous sur nos faciès de rupture, soit des pores plutôt sphériques, soit des manques de fusion plutôt allongés et plats. Et donc, donc là, on a pareil, là, un éjecta. Donc l'éjecta, c'est ce qui va générer généralement ce type de problème ici. Ça, c'est généralement un éjecta qui, après, au passage du laser, génère un infondu en dessous. Ça peut être des éjectas, du gaz occlus,
ou des manques de fusion. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que même si le taux de porosité est faible, eh bien, ces défauts vont avoir un impact en fatigue. Ce qu'on vient de dire, on l'a déjà dit, ils impactent peu ou pas les propriétés monotones. Par contre, même si il y en a en très faible densité, ces gros défauts, je sais pas, des fois ça peut être juste 2-3 défauts par éprouvette, eh bien ces défauts d'une plusieurs dizaines de microns sont suffisants pour altérer la tenue en fatigue. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, en fatigue, on va plutôt s'intéresser à caractériser la taille des plus gros défauts plutôt que la densité. Donc la densité, ça nous intéresse finalement pas tant que ça. Donc là, c'est des exemples de faciès de rupture. Donc là, on a un faciès de rupture, donc c'est l'éprouvette qu'on a rompue en fatigue, et on vient observer le faciès au MEB, et on observe ici eh bien, un port gazeux à l'amorçage, ici, et ici, sinon, eh bien, un manque de fusion, ici, qui va venir, et là, ça, c'est un port gazeux. Donc vous voyez, c'est assez net, on voit une fissure qui démarre ici et qui vient générer la ruine du composant. Donc c'est vraiment ce petit port vous voyez, ça fait juste une vingtaine de microns de diamètre qui va être à l'origine de la rupture. Là, il y a d'autres exemples de faciès où là, on va avoir pour le coup un manque de fusion en surface, ici, un manque de fusion à cœur, et puis là, un port gazeux en surface, et puis un port gazeux à cœur. Maintenant, on va parler des défauts qui peuvent apparaître en surface. Donc, il faut bien voir qu'on peut avoir on a un état de surface qui est assez dégradé en fatigue. Et donc, du coup, cet état de surface où on retrouve des particules de poudre ici, eh bien, va être assez critique en fatigue. Donc la rugosité arithmétique, qui est le paramètre le plus étudié, on va être entre 5 et 20 microns pour du SLM, du LPBF, et entre 15 et 25 pour la projection, ce qui est quand même assez important. Et si on continue sur ce sujet, on va maintenant référencer différents types de défauts. On peut avoir de la poudre collée, des défauts en pile d'assiette ici, qui vont être plutôt pour un composant fabriqué dans cette direction-là, plutôt par exemple des interfaces entre couches qui vont générer des défauts en pile d'assiette, des vallées dues à des vallées en surface ici, ou des ports débouchants. Donc ça, ce sont les travaux de Personneau ici qui a voulu eh bien, schématiser l'état de surface. Et puis ici, une vue en coupe réalisée par Bastien V7, là, où on voit clairement bien de la poudre collée, puis ces vallées qui peuvent apparaître. Donc les défauts de type pile d'assiette, ils sont moins rencontrés en SLM et davantage en EBM ici. Et donc également, on peut avoir des ports débouchants. Donc là, on a un port sur un état de surface brut qui est à l'origine d'une rupture en fatigue. Et également, ici, on a un amorçage en rupture à partir d'une vallée, donc d'un défaut plutôt de ce type ici. D'autres types de défauts, voilà, là, un défaut en sous-couche. Là, il y a sans doute un éjecta qui a été mal fondu qui est du coup est débouchant ici. Puis vous voyez, c'est assez magnifique. Bon, là, c'est des défauts quand même qui sont assez gros. Ça, c'était sur un alliage d'Inconel. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ces défauts, on va voir comment on peut tenter de vivre avec en fatigue. Donc déjà, ici, les premiers résultats, c'est ces essais-là que je vous présente ici, c'est pour des éprouvettes réalisées avec différentes orientations de fabrication. On a réalisé des éprouvettes à 0 degré, 45 degrés et 90 degrés. Puis ça, ces résultats, ils sont issus d'un projet IRT, donc les données, elles sont confidentielles. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a reproduit exactement les mêmes plateaux ici, sur deux plateaux réalisés dans les mêmes conditions. On voit que déjà, on a une dispersion entre les différents lots réalisés dans les mêmes conditions. Donc la répétabilité, elle n'est pas assurée entre deux lots. Même si on a tout fait ici pour les réaliser dans les mêmes conditions. Donc ça, déjà, c'est quand même assez embêtant. Et puis, si on essaie d'expliquer... donc là, on regardait la couleur qui précisait sur quel plateau on avait réalisé ces essais-là. Maintenant, si on regarde les symboles qui sont représentés ici, qu'on prend des éprouvettes réalisées à 0, 45 et 90 degrés, on observe que la tenue en fatigue est plus faible pour des échantillons réalisés à 90 degrés. Et finalement, ça s'explique bien
en regardant la forme des défauts à l'amorçage. Et on aperçoit qu'en fait, à 90 degrés, vu que les défauts sont plutôt ellipsoïdaux et puis orientés dans le sens au niveau de la strate de fabrication, eh bien, on observe qu'ils sont plus grands à 90 degrés sur la faciès qu'à 0 degré, et que finalement, c'est la taille de ces défauts qui va contrôler l'anisotropie de la tenue en fatigue. Donc là, on va regarder plutôt la couleur ici, et on voit que eh bien, c'est plus faible à 90 degrés et meilleur à 0 degré, puis on est entre les deux pour le 45 degrés. Donc là, on se posait la question dans cette étude sur ce qui pilotait la tenue en fatigue. Est-ce que c'était l'anisotropie de la microstructure et les défauts? Puis finalement, c'est vraiment la morphologie des défauts qui fait que, bien, en fonction de l'orientation, ils vont être plus ou moins sensibles. Donc la morphologie du défaut, dans le plan de contrainte normale maximale, parce que c'est le plan qui va être le plus chargé lorsqu'on va solliciter notre éprouvette dans cette direction-là, eh bien, c'est ça qui contrôle l'anisotropie en fatigue. Alors, maintenant, ici, là, c'est une autre étude, tout le temps sur du TA6V alpha plus bêta, et on a testé un certain nombre d'éprouvettes, un grand nombre d'éprouvettes. Et ce qu'on s'est aperçu, ce qu'on a remarqué, c'est que non seulement pour ces éprouvettes réalisées toutes dans la même direction de fabrication, on a obtenu cette courbe de Wöhler qui est un gros bazar avec une dispersion très très grande ici. Et en fait, si on classe les éprouvettes par type de mécanisme, si on part si l'amorçage est localisé à partir d'un manque de fusion en surface ici ou d'un port gazeux à cœur, eh bien je n'ai pas la même tenue, et puis qu'en fait la variabilité qui est observée au sein de notre structure, finalement, elle est liée aux différentes populations et tailles de défauts en présence. Vu que les lofts sont plus grands, les lacs of fusion sont plus grands, si j'ai un lac of fusion dans mon éprouvette, eh bien j'ai une mauvaise tenue. Et si par chance j'en ai pas, eh bien j'ai une meilleure tenue. Voilà. Et donc ce n'est pas que la taille du défaut qui est important, c'est également le type de défaut. Mais bon, les deux sont liés bien sûr. On continue maintenant. Si maintenant je m'intéresse aux éprouvettes brutes de fabrication, j'observe que j'ai un impact assez conséquent de l'état de surface. Là, on est sur des éprouvettes ici à gauche qui sont usinées. Et puis ici, on est sur des éprouvettes qui sont brutes de FA en état de surface. Et puis, on observe qu'on passe de 500 MPa pour ces essais-là à 307 MPa. Donc on diminue, l'état de surface dégrade la tenue. Sur surface brute, par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur surface brute, l'écart type est relativement limité comparé à l'écart type sur état de surface usiné qui est très très grand. Alors, si je continue maintenant sur l'impact de l'état de surface sur la tenue en fatigue, le lien, là je vais insister sur le fait que le lien rugosité-tenue en fatigue, il n'est pas si direct. Par exemple, ici on a réalisé des éprouvettes à 0 debout, à 90 degrés, et des éprouvettes à 45 degrés. Et puis on a regardé, on a mesuré la rugosité sur des lignes. Donc on a fait des scans au profilomètre, et puis on a pris des lignes comme cela. Par exemple, sur le dessus, ici, quand je suis à 0 degré, upskin, et sur le dessous, ici, en downskin. Et ce que j'observe, c'est qu'à 45 degrés, eh bien, j'ai une augmentation de la rugosité quand je passe en downskin que lorsque je suis en upskin. Sur le lot réalisé debout à 90 degrés, eh bien, j'ai quelque chose d'assez homogène ici en vert, quelle que soit la position de la ligne. Donc ce que j'observe, c'est que pour des éprouvettes avec une certaine orientation, j'ai une anisotropie. J'ai pas la même rugosité sur le pourtour de l'éprouvette. Et du coup, je passe de 17 microns au pire des cas sur le 45 degrés à 12 microns quand je suis en upskin. Alors maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les résultats en fatigue de ces deux lots-là réalisés à 45 et 90 degrés. Et en fait, ce que j'observe, c'est que les courbes de Wöhler se superposent ici. J'ai la même tenue que ce soit à 45 degrés, pour des orientations de fabrication à 45 et 90 degrés. Et ça paraît assez curieux, parce que j'ai une rugosité qui est bien supérieure à 45 degrés qu'à 90 degrés. Je passe de 17 microns à 11 microns.
Alors, ce qu'il y a d'encore plus curieux, c'est si je regarde les faciès de rupture de mes éprouvettes réalisées à 45 degrés, où j'avais du downskin qui était beaucoup moins mauvais qui était beaucoup plus mauvais en rugosité que sur le upskin, eh bien j'observe un amorçage sur le upskin malgré le fait que j'ai une rugosité plus faible. Donc là, on comprend mieux pourquoi j'ai la même tenue à 90 degrés et à 45 degrés, parce que finalement, j'amorce toujours d'une rugosité de l'ordre de 12 microns. Donc, et si je regarde maintenant les faciès de rupture, c'est que en fait, en upskin, j'ai des défauts de ce type-là qui sont présents, qui sont très nocifs, que je ne caractérisais pas avec cette rugosité de 12 microns. Avec un profilomètre 3D, j'arrive pas à capter ces défauts-là. Et ce qui fait que c'est ces défauts qui sont à l'origine de la rupture. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est que le SA, en fait, c'est pas un bon indicateur. Là, c'est juste une mise en garde sur l'impact de l'état de surface. Le SA ou le RA, c'est pas un bon indicateur parce que ça capte pas la présence des pores débouchants. Voilà. Voilà pour un petit bilan de l'impact des défauts à cœur et en surface sur la tenue en fatigue. Attention au RA, on a une dispersion très grande sur les éprouvettes usinées, moins importante sur les éprouvettes brutes. Et voilà. Alors maintenant, on va voir comment on peut vivre avec les défauts, quelles sont les modélisations, comment on peut essayer de prédire la tenue mécanique de ces composants. Donc là, on va avoir recours au diagramme de Kitagawa Takahashi, qui est un diagramme qui est assez vieux en fait, qui a été pas mal utilisé notamment pour dimensionner les matériaux laminés, notamment pour des aciers à roulement qui sont assez sensibles aux défauts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter dans une échelle bilogarithmique ici la tenue en fatigue et la taille du défaut. Ce qu'il faut bien voir, c'est si je prends un défaut de 0,1 micron ou de 1 micron, eh bien cette taille de défaut n'a pas d'impact sur la tenue en fatigue parce qu'ils sont trop petits et pas nocifs en fatigue. Donc en fait, j'ai un palier ici où en fait, quelle que soit la taille de défaut, si la taille du défaut augmente, je n'ai pas d'impact sur la tenue en fatigue. Et puis il arrive un moment où les défauts deviennent critiques et localisent la tenue en fatigue. Et puis là, je vais avoir une chute de la limite d'endurance ici en fonction de la taille de défaut. Et ça, on va appeler ça la taille de défaut critique. Donc ça va être très important. Donc ce qu'on va noter A0, excusez-moi, défaut critique. À partir de taille à partir de laquelle, taille de défaut critique, je vais avoir une chute de la limite d'endurance avec la taille de défaut critique. Alors la taille du défaut, on en parlera, ça peut être par exemple la surface projetée sur un plan donné, la longueur maximale, ou par exemple la taille du cercle inscrit ou du cercle circonscrit au défaut. Il y a différentes propositions qui peuvent être utilisées. Donc si on veut le représenter d'une manière un peu plus esthétique, là, c'est-à-dire qu'en fait, quand le défaut est petit, ici la taille augmente, ici je vais augmenter la taille, et puis j'ai pas d'impact de la taille du défaut, et puis je vais plutôt avoir de l'amorçage intragranulaire, ou pour certains matériaux, j'aurais pu mettre intergranulaire pour certains matériaux, mais bon, le matériau se fiche bien de la présence du défaut. Et à partir d'un seuil critique, ici, je vais avoir une chute de la limite d'endurance, qui est bien souvent linéaire, surtout quand je vais atteindre des très grandes tailles de défaut. Et ça va être piloté notamment par la mécanique linéaire de la rupture, si j'ai des très grandes fissures. Alors, il arrive aussi, alors ça on va pas en parler aujourd'hui, mais on l'aborde un peu dans la littérature, on a traité de ça un peu au laboratoire. Il y a une zone ici où on peut avoir compétition entre amorçage à partir de la microstructure et amorçage à partir de défauts dans certaines configurations particulières. Et donc, ce diagramme ici, alors là c'est sur un C35, donc ça ce sont des essais de la littérature obtenus sur un C35. On peut représenter le diagramme de Kitagawa Takahashi pour différents chargements, traction et torsion. Et puis on a différents critères, soit la mécanique linéaire de la rupture qui nous prédit une droite de pente 1,5 dans ce diagramme-là, ou le critère Murakami qui est un critère un peu plus
empiriques qui va nous produire une pente 1/6 dans le diagramme de Kitagawa. Et on voit que là, pour ce cas-là, le critère de Murakami est mieux adapté, il prédit mieux la pente pour ce C35. Alors pour obtenir ces droites-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a recours à l'introduction de défauts artificiels. On vient usiner des défauts en surface, je ne sais pas, d'une dizaine, une centaine de microns, pour pouvoir caractériser ces pentes. On ne va pas s'égarer, on va rester sur les matériaux de fabrication additive. Maintenant, si je reviens sur les matériaux de fabrication additive, là, ce qu'on représente ici, c'est le diagramme de Kitagawa, mais pour différents nombres de cycles. Donc ça, c'est que le diagramme que je vous ai présenté ici, là, à chaque fois, c'était l'asymptote de la courbe de Wöhler, donc à, par exemple, sigma d, à un nombre de cycles donné, par exemple à 10 puissance 7 cycles, qui était représenté. Mais il faut savoir, quand on fait des essais, on n'a pas le luxe d'avoir la limite d'endurance pour différents types de défauts. Souvent, on a une courbe de Wöhler avec un certain nombre de défauts, donc une contrainte, un nombre de cycles et une taille de défaut que l'on peut mesurer sur les faciès de rupture. Donc là, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de cette étude. C'est qu'on a mesuré la taille de défaut à chaque amorçage de fissure. Et vu que ces essais sont issus d'une courbe de Wöhler, on connaît la contrainte, le nombre de cycles à rupture, et puis on peut tracer des diagrammes de Kitagawa. Dans le plan de Kitagawa, on peut tracer nos résultats. Donc là, en couleur, on voit le nombre de cycles. Et bon, la tendance est plutôt bonne pour ces essais-là. On voit que plus la taille de défaut augmente, plus la contrainte diminue ici. Si on se met à ISO au nombre de cycles, donc pour la même couleur, ici, on pourra esquisser des courbes ici, qui seraient des courbes générées à différents nombres de cycles. Et puis ici, si j'augmente le nombre de cycles, j'ai mes courbes dans le diagramme de Kitagawa qui diminuent ici. Voilà, donc il existe des approches permettant de modéliser ces diagrammes, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc maintenant que j'ai abordé le diagramme de Kitagawa, je vais pouvoir l'utiliser, et puis je vais présenter des résultats qui sont intéressants, là, issus de la thèse d'Olivier Andreau sur un matériau 316L. Alors déjà, ce qu'on a fait dans la thèse d'Olivier Andreau, c'est qu'on a utilisé des toutes petites éprouvettes, et vu qu'on a utilisé des toutes petites éprouvettes, on a eu la chance d'amorcer sans avoir de défaut à l'amorçage. On a eu la chance d'avoir eu des ruptures sans défaut à l'amorçage pour un 316L à l'état de surface brute. Et donc on obtient des tenues qui sont très très élevées sur ce 316L s'il n'y a pas de défaut en surface. C'est le point qu'on a ici. Et si on le compare par rapport aux matériaux laminés, au 316L laminés, on voit qu'on est bien meilleur que sur des matériaux laminés. Et ça, en fait, c'est l'effet de microstructure, qui est très très bon pour le 316L. Alors, je ne sais pas si vous vous souveniez de tout à l'heure, tout à l'heure, je vous ai dit que pour le TA6V, on n'était pas très bon avec des microstructures brutes. Là, c'est pas la même chose. Pour le 316L, on va avoir des microstructures très très fines qui vont permettre d'atteindre des tenues assez exceptionnelles pour des matériaux bruts de FA. Alors, on voit que si on fait un HIP sur ce matériau SLM, on a une chute de la tenue en fatigue parce qu'on dégrade cette microstructure. Donc là, on peut encore mettre le trait ici microstructure. On passe de 370 à 570 MPa, ce qui est quand même assez impressionnant, l'impact de la microstructure sur la tenue de ce matériau. Maintenant, si je regarde, on a réalisé dans le cadre de cette étude un très grand nombre d'essais où on a caractérisé la taille des défauts à l'amorçage en analysant les faciès de rupture, et on voit que ce matériau-là, il suit bien la tendance des courbes du diagramme de Kitagawa, où on a une chute de la limite d'endurance avec une augmentation de la taille des défauts. Alors là, on a pris la racine de l'air, qui était le critère, je vous ai montré tout à l'heure, et on a une chute de la limite d'endurance avec l'augmentation de la taille du défaut. Alors ça, c'est quand j'ai un amorçage surfacique. Alors pour tester caractériser l'impact de défauts plutôt internes, ce qu'a fait Olivier Andreau, c'est qu'il a généré des défauts hackers artificiellement au sein de ses éprouvettes, et il observe du coup il faut augmenter grandement la taille de défaut
pour observer un amorçage interne sur nos éprouvettes. Donc, typiquement, si on se met là, on va être à 50 microns, et là, on est à 500 microns. Donc, il faut multiplier par 100, par 10, excusez-moi, la taille du défaut, pour être à la même tenue en fatigue lorsque j'ai un amorçage interne ou en surface. Et on a eu la chance dans cette étude aussi d'avoir un amorçage à partir d'un port, d'un manque de fusion interne, et on observe que nos défauts artificiels représentaient bien la sensibilité des défauts à cœur. Donc la conclusion de ça, c'est qu'en absence de défaut, je peux, via les microstructures sur le 316L issues de la fabrication additive, avoir des tenues en fatigue assez élevées et assez exceptionnelles. Et puis ce que j'observe également, c'est que les défauts à cœur sont beaucoup moins nocifs qu'en surface en fatigue à gros nombre de cycles. Alors maintenant, si je veux... donc ça, pour le moment, je vous ai parlé que de sollicitation uniaxiale. Vous savez probablement déjà que la multiaxialité des contraintes est très étudiée en fatigue, parce que ça peut être assez significatif, l'impact notamment de la contrainte hydrostatique. Ça peut avoir un impact non négligeable sur la tenue en fatigue. Donc là, c'est juste des essais issus des travaux de Fatemi, où là, ce qu'il a fait, Fatemi, c'est qu'il a caractérisé en fatigue encore un TA6V LPBF alpha plus bêta, donc avec une microstructure après traitement thermique, et il a caractérisé la courbe de Wöhler en traction, torsion et traction-torsion déphasée et en phase. Et on peut voir qu'en fait, le critère qui est pertinent ici, c'est de prendre l'amplitude de la contrainte principale. Et en fait, ce qu'on observe, c'est s'il synthétise tous ces résultats d'essais de fatigue dans un seul graphe en utilisant l'amplitude de contrainte principale, eh bien, toutes les données se superposent assez bien et j'obtiens une seule courbe de dimensionnement. Donc ça veut dire que en fait, c'est l'amplitude de la contrainte principale, de la première contrainte principale, qui va piloter la tenue en fatigue. Ce qui veut dire qu'en fait, on est en mode 1 de propagation de fissures à partir de défauts, et donc ça répond plutôt bien à la mécanique de la rupture, et que prendre ce critère, c'est l'amplitude de la première contrainte principale, c'est plutôt un critère pertinent pour dimensionner les structures. Voilà. Donc j'en ai fini, j'ai commencé sur les défauts, ensuite on a vu quels pouvaient être les petits outils là pour le diagramme de Kitagawa, notamment pour avoir une idée de l'impact de ces défauts sur la tenue en fatigue. Et on pourra aller plus loin sur les approches, notamment probabilistes, permettant de prendre en compte les stades de défaut. On pourrait faire un certain nombre de choses là-dessus, mais en 40 minutes, on n'a pas forcément le temps. Donc maintenant, je préfère m'intéresser à la structure et au dimensionnement à fatigue. Comment je passe de l'éprouvette dont je viens de parler essentiellement à la structure testée en fatigue. Et quel type de problématiques peuvent apparaître lorsque je veux passer à l'échelle de la structure. Donc là, je vais vous parler du projet Fatal, là, réalisé avec l'IRT Jules Verne, dans lequel on a fait l'ensemble de la chaîne, on a caractérisé la tenue en fatigue du matériau sur éprouvette, et après on a voulu caractériser le composant, et puis on a comparé tout ça. Donc juste ici, on a travaillé sur un marchepied qui a été développé pour un avion de chez Daher, le TBM 900, et du coup ils ont optimisé la structure par optimisation topologique pour obtenir le résultat ici. Donc là vous avez les logiciels utilisés. Et puis d'un côté on a caractérisé la courbe de dimensionnement ici sur éprouvette, et puis on a optimiser le dimensionnement, donc ça c'est issu sur éprouvette, et puis on a visé ce point de fonctionnement là pour des questions de temps de sollicitation et de temps d'essai, et on a par élément fini remarqué que la rupture devait subvenir dans cette partie là la plus chargée, normalement à 20 000 cycles chargés pour une contrainte que je n'ai pas le droit de révéler. Et puis là bien sûr, là c'est des essais réalisés sur éprouvette brute, et puis on veut comparer la tenue sur composant à la tenue sur éprouvette. Donc là vous avez l'essai de fatigue qui a été réalisé à Angers, donc on voit que c'est quand même un joli essai ici. Puis là vous avez le composant qui a été réalisé sur une machine SLM 500, et on a aussi ajouté des éprouvettes suiveuses au sein du plateau.
Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne lorsque je souhaite comparer la tenue du composant avec la tenue de mon éprouvette, de mes éprouvettes de référence. Donc là, on avait pris, là, les points bleus, c'est les éprouvettes, on a réalisé des éprouvettes à 45 degrés et debout à 90 degrés brut pour être utilisé comme référence. Et ce qu'on observe ici, c'est que j'ai une tenue. Donc pour la contrainte imposée, au lieu de rompre à 20 000 cycles, l'éprouvette elle a rompu autour de 60 000 cycles. Donc j'ai une tenue qui est 10% supérieure sur le composant comparé à ma courbe de dimensionnement. Et là on s'interroge. On se dit pourquoi j'ai une meilleure tenue sur le composant comparé à la structure. Alors on pourrait se dire peut-être que ça n'a pas cassé au bon endroit. Donc nous on avait prévu que ça cassait à cet endroit-là. Et en fait quand je regarde le composant, effectivement ça casse au bon endroit. Et en fait, une des possibilités, pour expliquer une des sources possibles de cette différence, ça peut être, eh bien, moi c'est comme ça que je l'explique, c'est la différence de volume sollicité. C'est-à-dire que si je regarde mon composant, je vois que c'est chargé seulement sur 80 mm². Si je regarde la contrainte, là où la contrainte est supérieure, est la plus élevée, donc là j'ai pris le volume, j'ai pris la contrainte max, la contrainte max, si la contrainte max, ici j'ai pris la contrainte max, et j'ai pris le volume où on est à 0,8 fois la contrainte max. Donc je regarde le volume chargé, le plus chargé ici. Et ce que j'observe, c'est que ce volume le plus chargé, eh bien, il est limité à 80 mm² sur composant et il est de 600 mm² sur l'éprouvette. Et je vous ai dit tout à l'heure que pour les éprouvettes à 45 degrés, j'observais des défauts à l'amorçage, ici assez conséquents, alors que sur le composant, j'ai récupéré le faciès de rupture ici, je n'observe pas de défaut. Et donc, pour moi, cette différence de tenue entre le composant et l'éprouvette est simplement due à un effet d'échelle. Le composant est beaucoup plus grand, mais la zone fortement sollicitée est toute petite. Et donc, vu qu'elle est toute petite, le volume sollicité est plus petit et statistiquement, j'ai moins de chances de rencontrer un défaut. Et donc, j'ai une tenue qui statistiquement est en moyenne plus élevée. Également, on aurait pu, là j'ai mis différence de microstructure, on pourrait se poser également des questions sur la microstructure parce que mon éprouvette elle possède une section ici plus importante que la section sur le composant. Mais bon, j'ai quand même eu un traitement thermique global sur les deux, sur l'éprouvette et le composant. Donc ça j'y crois un peu moins. Donc ça, là c'est juste pour vous dire que ça c'était la première partie. Quand on a observé ça sur le composant, ensuite on a réalisé des essais sur éprouvette brute pour caractériser cet effet d'échelle. Donc on a pris des éprouvettes là c'est à l'échelle 1, donc des éprouvettes de taille standard et des petites éprouvettes sur des états de surface assez brutes ici. Et là vous voyez, j'ai un effet d'échelle, j'ai une chute de la limite d'endurance avec la diminution du volume sollicité. Donc là, on voit qu'elle est assez limitée. Là, on est à moins de 10% comme effet ici. Par contre, sur éprouvette usinée, là, on a un effet qui est monstrueux. Quand je passe sur une éprouvette plus petite, je passe de 500 MPa à 700 MPa ici. Donc, le point sur lequel je souhaite insister, c'est qu'il faut faire attention à l'effet d'échelle. Et c'est vraiment très, très prononcé sur éprouvette usinée. Et du coup, quand je vais chercher à comparer la tenue d'un composant à des essais de référence, il faut vraiment que je fasse attention à la taille d'éprouvette choisie pour ces essais de référence. Sachant que normalement, ces effets d'échelle, au bout d'un moment, ils stabilisent. Si vous prenez un volume de matière assez conséquent sur éprouvette, et normalement, ça stabilise, on n'a plus d'effet d'échelle. Voilà. Donc, pour prendre en compte ces effets d'échelle, eh bien, faut regarder faut développer des modèles probabilistes basés sur la probabilité d'occurrence de défauts. Et ça, c'est ce qu'on développe en recherche. On va caractériser la probabilité, la fonction de distribution de différentes populations de défauts, pour ensuite avoir la fonction de distribution de la tenue mécanique de notre structure. Alors, pourquoi on s'embête à faire tout ça? C'est parce que j'en ai pas trop parlé là, mais quand on a des écarts types de cette intensité-là, eh bien, faire un dimensionnement en fatigue, c'est assez délicat quand on part directement de la fonction de distribution en contrainte de notre tenue. Donc, nous, on préfère partir de la fonction de distribution
de la taille de défaut, d'un paramètre un peu plus physique et initial qui va conditionner ensuite la tenue de notre composant pour ensuite prédire la probabilité de rupture de notre composant. Donc c'est le moyen que l'on a aujourd'hui pour vivre avec ces défauts. Voilà, j'en ai fini. Du coup, oui, on développe des approches statistiques basées sur la population de défauts. Et je vous invite à lire les publications que je cite ici si vous êtes intéressé par ces problématiques. J'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. La vidéo fait 45 minutes au lieu de 40 minutes. J'en suis désolé. Là, je remets toutes les références bibliographiques. Je les laisse un petit peu pour que vous puissiez faire pause sur la vidéo si vous souhaitez les visualiser. Et je vous remercie pour votre attention.